Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. La Libye face à une situation complexe, elle se retrouve avec deux premiers ministres, l'un soutenu par le général Haftar, l'autre par l'ONU. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, en visite en Afrique du Sud pour visiter le centre de production de vaccins ARN pour l'Afrique. En Europe, la crise ukrainienne persiste, des manœuvres militaires ont eu lieu en Biélorussie. Les efforts diplomatiques, quant à eux, ne semblent pas porter leurs fruits. Économie, nous allons partir à la découverte des produits agroalimentaires algériens en Afrique et plus précisément au Cameroun. Et nous entamons cette édition par la situation en Libye. Fethi Bachara, élu nouveau Premier ministre, il devrait remplacer Abdelhamid Dbeiba, ce dernier à la tête du gouvernement intérimaire depuis une année. Ce vote risque de créer un conflit de plus en Libye puisque Abdelhamid Dbeiba avait annoncé à maintes reprises ne pas céder le pouvoir avant l'organisation d'un double scrutin. Souhila Kilal. Deux premiers ministres à la tête de la Libye. Cette situation inédite risque de compliquer davantage le paysage politique libyen et d'exacerber la lutte au pouvoir dans ce pays déjà fragilisé par un conflit armé qui dure depuis une décennie. Jeudi, le Parlement siégeant à Tobruk a désigné à l'unanimité l'ex-ministre de l'Intérieur Fethi Bachara pour remplacer Abdelhamid Dbeiba à la tête du gouvernement intérimaire. Fethi Bachara dispose désormais de 2 semaines pour former un gouvernement et le soumettre au Parlement. Ça sera un gouvernement pour tous. Nous tendons la main à tout le monde sans exception. Nous allons collaborer avec le Parlement et le pouvoir. Un État ne peut réussir sans collaborer avec le pouvoir législatif. Il n'y a pas de place pour la haine ou l'animosité, la vengeance ou l'injustice. Je remercie le pouvoir de l'unité nationale à sa tête, Abdelhamid Dbeiba, pour le travail accompli durant cette période difficile. Le Parlement libyen à sa tête, Salah Aguila, avait estimé que le mandat de Dbeiba avait expiré avec le report des élections présidentielles prévues initialement le 24 décembre dernier. Abdelhamid Dbeiba a de son côté assuré à plusieurs reprises qu'il ne céderait pas le pouvoir avant l'organisation d'un double scrutin. Je ne permettrai pas qu'il y ait de nouvelles périodes transitoires. Nous n'allons pas abandonner nos responsabilités gouvernementales jusqu'à l'organisation des élections. Tous les regards sont tournés vers la Libye, dont l'avenir reste encore incertain. Entre un nouveau Premier ministre fraîchement élu et un Premier ministre qui ne compte pas céder le pouvoir, le bras de fer risque d'être très compliqué. En attendant, l'ONU a fait savoir par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric qu'elle continuerait de soutenir Abdelhamid Dbeiba. Et depuis jeudi donc, la Libye se retrouve de fait avec deux premiers ministres. Fethi Bachara, fraîchement élu par le Parlement, se conforte déjà du soutien du général Haftar et son armée. En face, Abdelhamid Dbeiba, en poste depuis février 2021, refuse d'abdiquer. Il bénéficie du soutien inconditionnel de l'ONU. Tinine Makassi. C'est une nouvelle scission qui vient assombrir le paysage institutionnel libyen, déjà enlisé dans un sac à nœuds politique, dans lequel s'entremêlent enjeux régionaux, continental et mondial. Ce nouvel imbroglio qui risque de pousser la Libye encore plus vers de nouvelles scissions rappelle la situation du pays entre 2014 et 2016. L'ONU n'a pas tardé, par la voix de son porte-parole, Stéphane Dujarric, à apporter son soutien à Abdelhamid Dbeiba, arrivé au pouvoir sous son égide en février 2021, suite à la signature des accords de cessez-le-feu de 2020. De son côté, Fethi Bachara est arrivé au pouvoir jeudi dernier, après un vote unanime des députés de Tobruk, et semble déjà avoir renversé la vapeur de ses relations avec le maréchal Haftar et des milices qui lui sont fidèles, puisque ces derniers affirment déjà leur soutien aux nouvelles arrivées et à son futur gouvernement. À noter que pour le moment, les alliés étrangers de Haftar ne se sont pas exprimés sur cette nouvelle situation. En attendant, l'évolution sur le terrain et les alliances des deux rivaux, tous les deux issus de Misrata, donneront plus d'informations quant à la voie que prendra le sort du pays de feu Mouammar Kadhafi.
Et pour mieux comprendre cette nouvelle situation en Libye, je vous propose d'écouter Giuseppe Aconcia, journaliste et analyste géopolitique. Il est contacté par Tinine Makassi. Les divisions politiques continuent en Libye. Après des semaines de négociations, et même si l'autre candidat, Khaled Bibas, a nié d'avoir retiré sa candidature, le Parlement de Tobrouk a nommé l'ex-ministre de l'Intérieur, Fatih Bashaga, nouveau Premier ministre. Bashaga est parti pour Tripoli. Ahmed Maitig, le vice-président du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de l'État de Libye, a joué un rôle de médiation très important avec le soutien de Khalifa Haftar, le général qui a un certain contrôle sur les forces militaires en Cyrénaïque. Haftar avait attaqué Tripoli pendant la visite du secrétaire général des Nations Unies quand Bashaga a été ministre de l'Intérieur. Donc le rôle d'Ahmed Maitig est vraiment très important dans la médiation pour avoir Bashaga comme Premier ministre. Maintenant, Bashaga aura 14 jours pour former un nouveau gouvernement. Il faut voir quels ministres seront pour Haftar. Haftar qui a le soutien de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de France, de Russie et des milices des 110-64. De l'autre côté, Abdelhamid Dbeib n'a pas démissionné. Le businessman de Misurata, la ville où il y a la plupart des islamistes, des frères musulmans en Libye, qui ont soutenu le gouvernement d'Union nationale de Faisal Serraj, a été très affaibli politiquement dans les derniers jours. Il a été victime d'un attentat contre sa voiture, même s'il n'a pas été blessé. Bashaga, 59 ans, pilote militaire, fait du commerce depuis 1993 avec Pirelli et Michelin. Maintenant, il aura un certain soutien par les milices à Tripoli, mais il faut voir quelle sera la réaction des milices anti-Haftar dans la capitale libyenne. Il a le soutien du grand mufti de Tripoli, du directeur de la Banque centrale Sadiq Al-Kibir. Il a joué un rôle dans le conseil militaire de Misurata dans la lutte contre les djihadistes d'ISIS à Sirte. Et il faut se souvenir que les islamistes et la ville de Misurata en Libye ont toujours eu un soutien par la Turquie et le Qatar. Maintenant, si Dbeib décide de démissionner, ça s'ouvre une nouvelle phase de transition en Libye. Il faut se souvenir que les Libyens attendent une nouvelle date pour des élections présidentielles après que les élections du 24 décembre 2021 n'ont pas eu lieu. Les Libyens se retrouvent donc face à une situation inédite, celle d'avoir deux premiers ministres. Ils espèrent voir une solution émerger rapidement et aspirent à une voie de réconciliation. Les gens ont à peine les moyens de vivre. Le coût de la vie est obscène. Le budget se compte en milliards et les citoyens n'en tirent aucune lueur d'espoir. Tout est un mirage. En ce qui concerne la tenue d'une session du Parlement pour choisir un nouveau Premier ministre, étant donné que le Parlement est le seul organe législatif pour les Libyens, peu importe qui est le chef du gouvernement, qui que ce soit, il préservera l'unité du pays libyen, soutiendra le comité militaire, verra l'état général du pays et soulignera l'importance et la réconciliation et demandera instamment la tenue d'élections. Nous considérons que Dbeibah est meilleur que toute autre personne. Dbeibah est meilleur que Fathi Bashara. Libye toujours, la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach annonce officiellement son retour dans le pays pour la reprise de ses activités. Il sera aussi question du renforcement de la coopération dans le domaine pétro-gazier. Mohamed Ouali Ben Chaban. Après avoir engagé d'importants investissements en matière de prospection de pétrole et de gaz en Libye, Sonatrach a conclu un protocole d'accord avec son homologue libyen, la National Oil Corporation, afin de consolider leur partenariat dans le secteur des hydrocarbures. Cette occasion qui se présente est pour nous renouveler notre attachement à nos accords. Nous voulons poursuivre nos engagements pour le développement des nouveaux champs gaziers. Cet accord vise également de renforcer la coopération dans les domaines de la réalisation de projets pétroliers et gaziers, ainsi que des services de l'apprentissage et de la formation. Les deux pays peuvent jouer un rôle important dans la stabilisation de la production de l'énergie.
surtout le gaz pour l'exporter vers l'Europe. Plusieurs sujets ont été débattus dans ce sens. Aussi, les entreprises algériennes de l'exploration et de la maintenance ont l'expérience nécessaire dans ce domaine en général. La reprise de l'activité de Sonatrach en Libye aura pour but d'élargir ses investissements à travers la création des filiales mixtes dans l'exploration, l'exploitation et la maintenance des infrastructures pétrolières. On travaille ensemble pour le renforcement des relations déjà existantes entre les deux compagnies, cela en faveur de l'économie des deux pays, tout en espérant qu'il y aura un avenir prospère pour ces relations afin de permettre à la Libye de retrouver ses capacités et son niveau. L'importance de redoubler d'efforts entre les deux alliés est pour faciliter le retour rapide des activités de Sonatrach en Libye, suspendues pour la plupart depuis 2014. En Afrique, toujours, au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans un conflit intercommunautaire survenu mercredi dans la province du Moyen-Chari, sud tchadien. À l'origine du conflit, un homme retrouvé mort à 3 km du village Sandana, suite probablement à un accident de la route. Le village Sandana, par la suite, était attaqué par des membres de la famille du défunt. La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme a condamné dans un communiqué ce qu'elle qualifie de tuerie sauvage survenue à Sandana. Et tandis que la communauté diplomatique travaille à des pourparlers, le nord de l'Éthiopie est toujours le théâtre de combats. Les Tigréens ont envahi une partie du territoire Afar depuis plus de 2 semaines. Face à eux, de simples miliciens Afar légèrement armés. De son côté, l'ONU a mis en garde jeudi contre la poursuite des affrontements dans la région, entravant la livraison de fournitures humanitaires dans la province du Tigré par la route, entraînant le déplacement de centaines de milliers de personnes de la région. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, accuse un ex-chef de la Marine nationale et 2 autres hommes arrêtés par le passé par l'agence américaine antidrogue d'être derrière la présumée tentative de coup d'État avortée. Le président Embalo a cité devant la presse les noms de l'ex-contre-amiral José Américo Bubo, chef de la Marine pendant la première décennie des années 2000, de Chami Yala, également ancien officier, et Papis Djemé. Tous ont été arrêtés après les événements du 1er février. On perd les élections. Je ne dis pas des politiciens qui sont derrière, mais la main armée, c'est des gens qui ont les liaisons avec les gros cartels de la drogue. Et c'est connu de la public. Beaucoup aux 3 ou 4. Là, l'ancien chef d'état-major de l'armée de la marine, il est en prison. Il était même incarcéré aux États-Unis. Il est impliqué dans ça. Il y avait Chami Yala, il y avait un certain Papis Djemé, et tous étaient incarcérés aux États-Unis. Et pendant que les tirs s'effectuent au sein des palais du gouvernement, Boubou, il était à l'état-major de la marine. Et à un certain moment, j'ai entendu un des assaillants de dire « Attends, on va appeler pour qu'il nous envoie les renforts ». Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est adressé jeudi soir à la nation dans son discours annuel. Le président promet de redresser la situation économique du pays en tendant la main au secteur privé. Il est également revenu longuement sur le bilan de ces derniers mois et les solutions envisagées pour relever le pays. The fire in Parliament reminded us of the destruction. L'incendie du Parlement nous a rappelé les destructions, les violences et les pillages dont nous avons été témoins dans certaines parties du pays en juin de l'année dernière. Il nous a rappelé les plus de 300 vies perdues et celles qui ont été ruinées. Le rapport dressait un tableau très inquiétant des capacités de nos services de sécurité et des structures qui existent pour coordonner leur travail. Le rapport conclut que la gestion initiale des événements de juillet 2021 par le gouvernement a été inintelligente et que la planification des opérations de police a été médiocre.
La coordination entre les services de sécurité de l'État et les services de renseignement a été insuffisante et la police n'est toujours pas intégrée dans les communautés qu'elle sert. Le groupe d'experts a estimé que le gouvernement doit assurer et assumer l'entière responsabilité des événements de juillet 2021. C'est une responsabilité que nous reconnaissons et acceptons. This is a responsibility that we acknowledge and we also accept. Et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Ghebreyesus, était en Afrique du Sud pour visiter le centre de production de vaccins ARN pour l'Afrique au Cap. L'OMS a désigné ce centre pour produire des vaccins contre le Covid-19 et transférer la technologie aux pays émergents afin de remédier aux inégalités en matière de vaccination. Je vous propose de l'écouter. Thank you. Donc, bien que nous ayons choisi l'Afrique du Sud comme centre, comme hub mondial, l'idée est de construire une capacité mondiale, en particulier dans les pays à faible revenu, pour avoir leur propre capacité afin que les questions d'équité soient abordées à l'avenir. C'est un investissement qui pourrait éventuellement changer la donne dans la lutte contre les principales maladies. Il s'agit donc d'un investissement important et quel que soit le temps que cela prendra, la clé est, comme ils l'ont dit, la qualité de l'investissement. Transition toute faite pour parler santé. Covid-19, l'Algérie enregistre une légère hausse du nombre d'infections selon le bilan du ministère de la Santé. 532 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. Le bilan fait également état de 422 guérisons et 13 décès. En Nouvelle-Zélande, des manifestants anti-vaccins se sont installés avec des campements depuis 3 jours près du Parlement à Wellington. Des émeutes ont éclaté jeudi avec la police. Plus de 120 personnes ont été arrêtées. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser ce rassemblement. Des centaines de camping-cars et de camions avaient bloqué mardi le quartier du Parlement à Wellington. La plupart sont partis après 24 heures, mais un noyau dur est resté déterminé à s'y maintenir aussi longtemps que nécessaire. Hope to achieve the end of the mandates is the primary concern. I think the police, the way they handled us, has shocked us all to the core. And what they did yesterday was way beyond any of our expectations. Brutal, absolutely brutal. En Europe, la crise ukrainienne persiste. Des manœuvres militaires ont eu lieu en Biélorussie, dans la région frontalière de l'Ukraine. Les efforts diplomatiques, quant à eux, ne semblent pas porter leurs fruits. Pour sa part, le président américain Joe Biden recommande à ses concitoyens de quitter l'Ukraine. Plus de précisions avec Safwan Ben Sabri. Tôt dans la matinée de vendredi, le président américain a tiré la sonnette d'alarme et recommandé à ses concitoyens résidant en Ukraine de plier leurs bagages. La raison évoquée est un risque élevé d'une invasion russe. Il déclare que la situation pourrait vite s'emballer. Les citoyens américains doivent partir. Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde. C'est une situation très différente. Les choses pourraient vite s'emballer. Le Canada emboîte le pas aux États-Unis. Soyez prêts à vous mettre à l'abri, indique le site du ministère des Affaires étrangères. L'inquiétude occidentale ne risque pas de retomber, étant donné les dernières manœuvres militaires en Biélorussie. Jeudi, Moscou et Minsk ont lancé de vastes opérations militaires dans la région de Brest, à la frontière ukrainienne. Jean-Yves Le Drian a qualifié ce geste d'une grande violence, alors que l'OTAN déclare qu'elle survient à un moment dangereux pour l'Europe. Alors que les troupes avancent sur le terrain militaire, les diplomates semblent stagner autour des tables de négociation. Des discussions ont réuni jeudi à Berlin la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France pour tenter de trouver une issue à la crise ukrainienne et n'ont produit aucun résultat, a déploré vendredi le Kremlin. Dans ce contexte de tension internationale, le soldat semble avancer plus vite que l'ambassadeur, au risque d'accroître la probabilité d'un conflit international. Et pour parler de cette crise, nous retrouvons en direct avec nous Monsieur Nikola Mikovic. Vous êtes analyste en géopolitique serbe. Bonsoir Monsieur Mikovic. Bonsoir.
Alors, tout d'abord, que pensez-vous pensez-vous plutôt que les informations indiquant une éventuelle invasion russe de l'Ukraine sont fiables? Non, je pense que ces informations ne sont clairement pas viables pour la simple et bonne raison que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Si elle avait voulu le faire, elle l'aurait déjà fait en 2014 quand l'Ukraine était au plus bas suite au coup d'État qui avait été organisé avec l'aide des États-Unis. N'oublions pas que la Russie est en train de mettre en place avec différentes puissances européennes un gazoduc majeur, le doublement du gazoduc Nord Stream 2. La Russie, au contraire, veut faire du commerce, veut se rapprocher de l'Europe. Donc la dernière chose que la Russie a envie de faire, c'est de rentrer en guerre qui lui donnerait une mauvaise image et ferait du mal à sa capacité à faire du commerce avec l'Europe de l'Ouest. Non, la Russie n'a pas intérêt à faire ça. En revanche, les États-Unis, qui eux craignent la puissance que prend la Russie sur le continent eurasiatique, eux ont tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre pour éloigner la Russie du reste de l'Europe. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Brzezinski dit que si l'Ukraine n'est plus dans l'orbite, dans la zone d'influence des Russes, eh bien, la Russie cesse d'être un au piège qui pourrait être tendu aux armées russes de rentrer en Ukraine pour défendre la population russophone. C'est ça ce qu'il faut regarder de près. Mais les Russes ne veulent pas rentrer en Ukraine. Très bien. Et comment analysez-vous la situation actuelle en Europe? Cette situation est très, très tendue et elle montre beaucoup de fissures. D'abord, nous voyons depuis le début que ce sont les exercices de l'OTAN le long de la frontière russe. C'est le coup d'État organisé par des puissances occidentales, des pays essentiellement membres de l'OTAN, qui ont organisé une révolution de couleur en Ukraine, qui ont changé le gouvernement. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. De la démocratie. C'est un gouvernement élu démocratiquement. Pourquoi? Parce qu'il a préféré, à l'époque, Viktor Yanukovych, signer un partenariat avec les Russes plutôt qu'avec Bruxelles. On a vu aussi des révolutions de couleur financées, organisées par les atlantistes en Géorgie. On a vu la même chose dans les Balkans, en ex-Yougoslavie. Donc, il y a ces fissures qui se créent partout au nord de l'Est. Et cette pression américaine, cette immission américaine dans les affaires de nations souveraines, c'est interdit par la charte de l'ONU, et en même temps, les grandes puissances européennes, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui ne font rien, qui raccrochent leur wagon derrière la locomotive américaine et qui donnent la pression de négocier en direct avec la Russie, mais qui, mine de rien, ne sont que les porte-voix de l'Alliance Atlantique. C'est grave, c'est dommage, et cela se fait au détriment de l'Europe. Si les dernières guerres que nous avons eues dans les années 90 et en 2014, depuis 2014 en Ukraine, dans les années 90 c'était en ex-Yougoslavie, c'est à cause de la politique étrangère américaine. Les nations européennes ne sont plus capables de parler entre elles. C'est très grave de devoir faire appel à un pays qui est à des milliers de kilomètres du continent européen pour régler surtout avec des armes. Voici le résultat des guerres américaines en Europe. Des milliers de morts, des millions de réfugiés et des peuples qui se détestent. Très bien, Monsieur Mikovic. Dernière question. Quels sont les scénarios potentiels selon vous? Je pense que la Russie, n'oublions pas, il y a quelques semaines, a envoyé 2 propositions de traités, 2 courriers à l'OTAN et aux États-Unis pour leur dire qu'ils étaient en train de signer un traité. Aujourd'hui, n'arrête pas de faire des exercices le long de la frontière russe. Il faut qu'ils signent un traité. Et malheureusement, ça va se passer avec les Américains parce que les puissances européennes n'en sont pas capables aujourd'hui. Il faut signer des traités de paix, que l'OTAN arrête de provoquer la Russie et que les pays européens se débrouillent entre eux. Je pense que c'est ça l'issue de cette situation. Nous n'avons pas besoin de Washington pour régler les problèmes entre nous. Par la diplomatie, les nations européennes doivent apprendre à reparler entre elles. Très bien, merci beaucoup Monsieur Nikola Mikovic pour toutes ces explications et tous ces détails. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique. Merci à vous. Et toujours concernant cette crise ukrainienne, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est rendu à une base militaire en Roumanie pour accueillir les éléments déployés par les alliés au profit de la sécurité du pays et de la région de la mer Noire. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président de la Roumanie, Stoltenberg met de nouveau en garde contre le risque réel d'un nouveau conflit armé en Europe.
La combinaison d'un renforcement militaire, d'une rhétorique menaçante et d'un passé de recours à la force contre des voisins constitue bien sûr un risque qui doit nous inquiéter sérieusement, nous rendre vigilants et nous préparer à réagir s'ils utilisent à nouveau la force contre l'Ukraine. En ce moment même, 1000 soldats américains supplémentaires de l'escadron Stryker sont déployés sur cette base, ce qui porte le nombre total de militaires américains ici à près de 2000. C'est vraiment l'OTAN en action. La Roumanie est très bien protégée et dispose de toutes les garanties de sécurité. Aucun Roumain ne doit avoir peur. Il est évident que l'OTAN est une alliance purement défensive. Nous ne voulons attaquer ou envahir personne, mais nous voulons garantir la sécurité de nos États et nos citoyens. La Belgique durcit le ton face aux migrants. Le secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration, Sami Mehdi, lui-même fils de réfugié, a reçu des critiques pour certaines de ses décisions, mais il continuera de faire les choix difficiles car il affirme que la petite nation fait face à une énorme pression migratoire. Je vous propose de l'écouter. Par l'Arabie Saoudite pendant des décennies, c'est quelque part très généraliste, en faisant beaucoup de choses différentes. Ouais. Et pendant très longtemps, la migration était un challenge pour les pays de l'Europe du Sud et du Nord. Aujourd'hui, ça le devient de plus en plus pour les pays de l'Est, qui se réalisent que si on ne travaille pas à une politique migratoire européenne, on va avoir d'énormes problèmes. Et les millions de personnes qui pourraient fuir l'Ukraine iront majoritairement dans les pays de l'Europe de l'Est, où quelque part il y a une affinité culturelle, il y a un langage qui n'est pas exactement le même, mais où parfois on peut plus facilement aussi s'organiser. Et donc ça mettra une grosse charge sur ces pays-là. Quelque part, le fait que les enjeux au niveau de l'Europe de l'Est sont devenus tellement importants pourrait être une opportunité pour l'Europe d'accélérer dans une politique migratoire européenne qui nous aiderait à avoir et la solidarité et la responsabilité, le renforcement des frontières, la politique de retour et une politique migratoire qui serait beaucoup plus humaine que celle qui est celle d'aujourd'hui. Dans la foulée d'un rapport de la police des polices britanniques pointant des comportements racistes, misogynes et discriminatoires au sein de Scotland Yard, la chef de la police de Londres, Cressida Dick, a annoncé jeudi soir sa démission sur fond de crise de confiance après plusieurs scandales poussés vers la sortie par le maire de Londres, Sadiq Khan. Cressida Dick a estimé dans un communiqué qu'elle n'avait d'autre choix que de démissionner. La mairie de Rome, en Italie, plongée dans le noir à 20h précises. Les lumières se sont éteintes sur le bâtiment du Palazzo Senatorio où se réunit le conseil municipal dans une protestation symbolique des autorités municipales contre la flambée des coûts de l'électricité. Des actions similaires ont été organisées dans des villes telles que Florence, Milan, Turin, Bologne ou encore Pise. Un drone sioniste a lâché des bombes de gaz lacrymogène vendredi matin à l'est de la ville de Raza sur des chasseurs d'oiseaux se trouvant à des dizaines de mètres de la barrière de sécurité à l'est de la ville. Les hommes ciblés se sont immédiatement retirés de la zone. Jusqu'alors, le ministère palestinien de la Santé à Raza n'a communiqué aucun bilan de blessés relatif à cet incident. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre Mohamed Shtayah lors de sa visite à Ramallah. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien Riyad al-Maliki, les deux parties ont passé en revue la situation dans les territoires occupés et les exactions commises par l'entité sioniste à l'encontre d'un peuple isolé et désarmé. Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a interpellé la communauté internationale afin que le colon cesse ses exactions. Nous rejetons catégoriquement le recours à la violence et nous espérons que la communauté internationale jouera un rôle actif pour influencer l'entité sioniste afin de persuader de se conformer aux résolutions de la légitimité internationale
et du droit international. Il est certain que nous avons un problème avec l'entité sioniste. Son gouvernement refuse de rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Il rejette la solution à 2 États. Il rejette aussi le principe de la négociation avec la partie palestinienne et qui confirme son droit de construire davantage de colonies en dehors du droit international. Le président iranien Ebrahim Raïssi a prononcé un discours à l'occasion du 43e anniversaire de la révolution islamique du pays. L'anniversaire de cette année est le premier depuis que le président ait pris ses fonctions en août de l'année dernière. Les célébrations marquent le jour où l'ayatollah Khomeini est revenu d'exil et a renversé le dernier gouvernement en place. Je vous propose d'écouter un extrait. En matière de politique étrangère, nous considérons tous les pays de manière équilibrée. Nous devons prendre en considération tous les pays et les potentiels du monde, en particulier ceux de nos voisins. Nous plaçons nos espoirs en Dieu et en chaque partie de l'Iran, mais jamais à Vienne ou à New York. Et ce tragique accident au Pérou, au moins 20 personnes, dont une fillette de 4 ans, ont été tuées, une trentaine d'autres blessées dans la chute d'un autocar dans un précipice sur une route de campagne du nord du Pérou. L'accident a eu lieu mercredi entre les localités de Tayabamba et Trujillo dans la région de Libertad. L'autocar a fait une sortie de route et a été projeté dans un précipice profond d'environ 100 mètres. Économie, partons à présent à la découverte des produits agroalimentaires algériens en Afrique et plus précisément au Cameroun, un pays qui attire de plus en plus d'opérateurs économiques et où le Made in Algeria jouit d'une certaine réputation. Kherdin Batash. Si le Cameroun n'a pas été une terre de succès pour l'Algérie sur le plan sportif, le pays des lions indomptables s'accommode beaucoup mieux avec les produits alimentaires estampillés Made in Algeria. L'Algérie, quand même, on dit qu'il est en train de percer sur le marché, surtout camerounais, nous connaissons. Il y a plein de produits que je ne peux même pas citer. Si je vais aller citer, je n'aurai pas le temps de le dire. À Yaoundé, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire algérienne ont pu se frayer un chemin jusqu'aux étals et rayons des marchés supérettes camerounais. Une stratégie d'exportation ayant pour fer de lance les dattes algériennes, considérées par beaucoup comme le meilleur ambassadeur algérien en activité. Les dates, c'est depuis l'avènement du prophète Mohammed. Dans la bande arabique, il y avait les dates. C'est avec ça que tout le monde se nourrissait. Mais d'autres produits et marques à l'image des confiseries ont aussi leur mot à dire dans un marché où il n'est pas toujours facile de s'imposer. Et les Camerounais sont satisfaits vraiment des produits algériens. Si leur présence au Cameroun n'est qu'une preuve de plus de la qualité et de la compétitivité des produits algériens, le marché africain semble pour sa part apprécier particulièrement l'offre algérienne. À bon entendeur. Culture, nous allons parler de danse avec Suresnes Cité Danse, le festival annuel de danse hip-hop en France, où au rendez-vous des chorégraphies portées par des performeurs qui cassent les codes et les idées reçues. Amira Beja. La 30e édition de Serein Cité Danse s'est ouverte le 7 janvier dernier au théâtre de Serein-Jean-Villard, la manifestation qui met en exergue la danse hip-hop en donnant l'occasion à ses performeurs d'échanger avec les autres danses, mais aussi d'évoluer avec. Olivier Mayer, créateur du festival, nous parle de son impact et des générations qui sont passées par là. Toute une génération de danseurs sont devenus chorégraphes et sont devenus aussi responsables d'institutions. Quand on pense à Mourad Merzouki, à Kader Atou, à Fouad Boussouf maintenant, directeur de centres chorégraphiques nationaux. Donc il y a une reconnaissance de l'institution. Cette année, la chorégraphe espagnole Blanca Lee, connue pour ses métissages, revisite le célèbre ballet Casse-Noisette en version hip-hop. Blanca Lee revient sur son spectacle en partageant sa joie.
Je trouve que c'est un spectacle, une histoire, une musique qui se prête vraiment et que j'aime bien ces contrastes entre l'image qu'on a des casse-noisette très classiques toujours et avec beaucoup d'images qui sont dans les souvenirs de tout le monde depuis qu'on est petit et avec justement cette nouvelle danse qui a une fraîcheur, qui est très contemporaine, qui est très une danse d'aujourd'hui. Et je voulais célébrer les breaks parce que je connais les breaks depuis que j'ai 18 ans, que j'habite à New York. J'ai vu les premiers danseurs et que pour moi, le fait que c'est devenu un sport olympique qui vient vraiment de la danse, de la roue. Et moi, je l'ai vu naître, ces breaks. Ce beau rendez-vous qui mixe musique classique et hip-hop tout au long de 5 semaines de performances. Le festival Saint-Cité Danse prendra fin le 13 de ce mois. Place à présent au Zoom du 19h. Et nous allons parler sport, football, Cannes 2021, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a consacré les Lions de la Teranga, champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire. Le Sénégal devient ainsi la 15e nation africaine à remporter le prestigieux trophée continental. Un récapitulatif s'impose. Pour en parler, nous rejoint notre journaliste Mohamed Amin Aberkan. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Riyad. Alors, le Sénégal, enfin sacré champion d'Afrique. Tout à fait, Riyad. Alors, vous venez de le dire, le Sénégal a remporté la 15e édition de la Coupe d'Afrique. C'est avec ce Zoom de 19h que nous arrivons à terme de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Madame Zienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.